ce chant de sang, comme je le disais, je l'ai découvert il y a quelques années maintenant. Donc maintenant il est en version papier. On va, je ne sais pas si je devrais présenter Émile, puisque je suis sûr que vous connaissez tous. Non, présente. Je vous présente. Donc, Émile, c'est un comédien qui a très classique d'ailleurs, parce qu'il a joué Othello, c'est ça? Hamlet. Il a joué dans des choses très classiques. Il a joué dans des séries. Bon, on ne va pas rappeler, parce que j'étais avec lui il y a quelques temps. On était au milieu de la rue et, bon, même pas 10 minutes, il y a je ne sais pas combien de personnes qui se sont arrêtées en disant le papa de Rudy. Donc, célèbrement connu pour être le papa de Rudy, les plus belles de la vie. Mais en plus, je rigole pas. Il y a vraiment à chaque fois, on discutait, il y a des gens qui se sont arrêtés à chaque fois. Le papa de Rudy, il a joué dans des séries, il a été immortel. Il a joué dans pas mal de films et c'est vraiment une vraie valeur, je dirais, au niveau des comédiens africains, c'est une vraie valeur sûre. Quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui œuvre depuis longtemps et que l'on gagnerait à mieux connaître et à mieux faire connaître. Donc je suis content qu'il ait accepté de venir nous rencontrer. D'autant plus que grâce à lui, on va mêler théâtre et littérature. Parce que jusqu'ici, on avait du mal à attirer les hommes de théâtre. On a reçu Gustave Acatpo il y a 2-3 mois, mais jusqu'à présent, on se fait snobber un peu par les gens du théâtre. Et là, on a quelqu'un qui est un homme de théâtre et aussi qui est un auteur. Donc, pour démarrer, je vais demander peut-être la grâce. Ah, oui. Donc, là, comme vient de l'expliquer Joss, vous avez retranscrit. Enfin, on se tutoie plutôt pas là. Oui. Okay. Donc, tu as retranscrit sur papier une pièce de théâtre jouée il y a déjà plusieurs années. Donc, déjà, pourquoi avoir choisi de nous retranscrire aujourd'hui, en 2015 ou je ne sais plus, ce texte? Pourquoi? J'ai pas choisi en fait. C'est toujours comme tout ce que je fais, comme tout ce qui arrive dans ma vie, c'est par les hasards des rencontres. Je ne fonctionne que comme ça, je ne sais pas fonctionner autrement. Je fonctionne par les relations que j'ai à l'énergie humaine. Et donc c'est l'éditrice, c'est Sylvie Darro, qui est l'éditrice des éditions La Cheminante, qui s'est prise d'affection pour l'écriture. Elle m'avait jamais vu au cinéma, elle m'avait jamais vu, c'était tant mieux parce que on est toujours malheureusement influencé dans le mauvais sens par le papa de Rudy ou l'immortel de Highlander ou machin, on n'est plus très objectif. Donc par bonheur, elle m'avait jamais vu ni à la télévision ni au cinéma. Elle m'a entendu dire un texte de Marco, Alexandre Obambey, qui est à La Cheminante aussi, parce que moi je m'apprêtais à éditer le texte en auto-édition, disant parce que je redoutais un peu les éditions, tout le monde m'a dit mais va voir les éditeurs, et chaque fois que les gens l'entendaient sur scène, disant mais c'est impossible à éditer, c'est trop complexe, c'est trop riche, c'est trop compliqué, est-ce que vous ne pourriez pas couper ci, pas couper ça? Moi dès qu'on me demande de couper quelque chose, parce que j'écris, je deviens allergique. Donc je préfère laisser vivre les choses, et ce qui décide c'est le public, c'est le rapport aux gens, et c'est ce qui s'est passé avec Chant de Son, on l'a joué près d'une centaine de fois, un peu n'importe où, chez des amis, chez des voisins, et puis ça s'est fait tout seul. Et Sylvie est tombée sur le texte et à l'édition indé comme ça, donc c'est pas un choix que j'ai fait. Ce texte-là, ce Chant de Sang, c'était intéressant de savoir pourquoi il a été introduit, parce que c'est vraiment, pour le coup, un texte, il faut... je pense que moi j'ai plus plaisir à le lire parce que j'avais le son de ta voix, parce que j'ai assisté au spectacle, donc comme j'avais le son de sa voix, j'ai aimé le lire. En fait, donc c'est le parcours, enfin, c'est un gamin. On part de la naissance de ce gamin-là, et puis on le voit évoluer jusqu'à aller à la grande école. Il va au lycée, c'est à l'école primaire, ça se termine au moment où il va au lycée. Et donc c'est une loupe sur ce petit moment-là de la naissance jusqu'à l'école primaire. Et quelqu'un qui est un enfant qui naît dans son petit village et qui va ensuite... Donc, on parlera dans la question de la transmission parce que quand il naît, cet enfant, il est pris en main par un vieux, ce qu'il appelle son vieux GPS, son guide, son grand-père spirituel, voilà. C'est son GPS, c'est son grand-père spirituel, le vieux Wintaka. Et donc, Wintaka, lui,
comment dire, enseigne à cet enfant-là, transmet à cet enfant-là un certain nombre de valeurs qui lui sont propres, qui lui viennent de ses parents, de ses ancêtres et autres. Et donc il y a l'éducation par la transmission des valeurs de ces vieux-là. Mais ensuite il faut envoyer l'enfant à l'école sous le système occidental, et il y a une coupure. Il y a une coupure dans le mode où il y a un changement de paradigme dans le mode de transmission, où on va sur une transmission un peu plus, on va à l'école, et puis c'est l'ordre, c'est la droiture, il faut que tout rentre dans des cases. Et donc là, on se retrouve avec, d'un côté, on a Wintaka, qui est le GPS, et de l'autre côté, on a M. Afana, qui est le maître d'école primaire un peu caricatural. Quoique caricatural, j'ai cru. On croirait que c'est caricatural, justement. Vous savez, je fais le lien avec le Henri Djombo, où je disais qu'il y a des choses qui méritent d'être lues pour voir comment ça se passe réellement, parce que le Afana n'est pas caricatural, en fait. Parce que l'Afana, il existe. Dans les rues de Brazza, le maître Afana, la personne psychorigide, le professeur d'école psychorigide, il y en a, en tout cas dans les années 80, il y en a eu beaucoup. Et donc là, on se retrouve avec une espèce de gars psychorigide comme ça qui est censé prendre en main l'éducation des enfants et donc la transmission des enfants et qui ne conçoit la transmission que par la force, que par un rapport assez violent. Et donc on a comme ça les deux pans d'une transmission, d'une éducation qui doit se faire. Même si ce n'est pas si manichéen que ça, parce qu'avec Afana, il y a quand même un autre maître d'école qui a une vision un peu différente de ce que devrait être l'école. Donc, mais quand je vous dis ça, je vous ai dit ça rapidement, mais au milieu de tout ça, il y a énormément d'émotions, il y a énormément de douleurs, il y a énormément de mots, de beaux mots, et il y a énormément d'humour dans ce texte. C'était vraiment, pour moi, j'avais adoré ce texte quand je l'avais lu. Et de ton point de vue à toi, pour moi, c'est mon interprétation de ce qui est de la transmission. Quand tu l'as conçu, ce texte, c'est vraiment en se disant que tu vas parler de l'éducation, de la transmission. Absolument. Le but ultime, c'était de quoi? C'était de dire, est-ce que c'est de dire simplement que voilà, la transmission à l'ancienne mode se perd et que c'est pas bien? Ou que c'est bien. Ou que c'est bien. Non, c'était aller au-delà de ça, justement, parce que tout ce que j'avais lu, moi, jusqu'ici, et que je continue de lire, qui parle de transmission, ne parle de transmission que sur ce mode-là. C'est-à-dire que, et on en a des clichés énormes dans le style, l'Afrique est une civilisation, on dit une civilisation et pas un continent avec des civilisations, est une civilisation orale, contrairement aux civilisations écrites. L'Afrique est une civilisation traditionnelle, contrairement aux civilisations modernes. Quand on fait un film, on dit oui, ben, mets un peu de modernité. Donc l'Afrique est devenue une espèce de synonyme d'archaïsme au pluriel, et d'archaïsme figé, permanent, qui ne bouge pas. Et moi, ça m'a toujours énormément agacé. Parce que d'abord, c'est faux au niveau des mots. Dans tradition, il y a transmission, c'est la même racine. Et donc une tradition ne peut pas être figée. Une tradition, c'est des habitudes et des manières de faire qui se transmettent, qui évoluent. Donc dans la tradition, on ne parle que de mouvement. Et donc il n'y a pas d'un côté la tradition et de l'autre la modernité. Et moderne, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Actuel, contemporain, ici et maintenant, oui, mais moderne, opposé à quoi? Et ça m'a toujours un peu agacé. Parce que ça figeait des gens, les Afriques ont connu des écritures de tout temps. Il n'y a pas un coin en Afrique où il n'y a pas eu d'écriture. Et donc, je me suis pris de réflexion en disant, mais dans écriture, c'est le signe qu'on met à l'extérieur. Ex scripto. Maintenant, comment est-ce qu'on met ce signe à l'extérieur? Comment est-ce qu'on exprime quelque chose s'il n'y a rien d'imprimé? Donc moi, comme je fabrique des mots comme ça, parce que j'aime ça, ça m'arrange, je fabriquais le terme inscriture. Je trouvais que ça manquait. Et je trouve que les Afriques, le continent africain, est une terre d'inscriture avant tout. Où il y a eu de l'écriture, mais où la principale forme d'écriture est celle qu'on inscrit d'une âme à une autre âme, d'un cœur à un autre cœur. Alors ça se retrouve dans les traditions bouddhistes, taoïstes, asiatiques et tout, mais on oublie que les traditions religieuses, culturelles et surtout spirituelles africaines sont très très proches des traditions asiatiques aujourd'hui.
toutes les formes de taoïsme, de bouddhisme se retrouvent en Afrique, sous les formes différentes, sauf qu'encore une fois, à cause de cette découpage manichéen entre l'archaïsme d'un côté, la civilisation non écrite de l'autre, il y a le vaudou d'un côté, la sorcellerie de l'autre, alors que sorcellerie n'est pas un mot africain, ça vient d'ailleurs, et puis de l'autre côté, il y a de la science. Et pour moi, tout ça, c'est de la science, quel que soit ce qu'on fait. Peu importe, elle peut être empirique, elle peut être... Et je me suis dit, tout ce que j'ai entendu, moi, étant gamin, tout ce que j'ai vu, comment est-ce que ça se partage? Comment est-ce que ça se transmet? Qu'est-ce qu'il y a eu comme brisure en cours de route? Et je me suis intéressé à l'école. Parce que pour moi, on parle de l'Afrique aujourd'hui, on parle de nos dictateurs, on parle de nos machins, et on oublie toujours de se dire que ces gens-là, ce n'est pas des machines, c'est des humains. Et si c'est des humains, ils viennent d'où? De quel type d'éducation viennent-ils? Et je me suis rendu compte que tous nos dictateurs, entre guillemets, ont été formés dans des écoles bien précises. Et dans ces formes d'écoles-là, on retrouve exactement les mêmes schémas. Et donc ça m'a amusé d'aller creuser, au fond, dans ce qu'il y a de transmission constructive, qu'elle soit africaine ou pas, qu'elle soit peu importe, mais transmission constructive, celle du GPS. Alors, ça tombait bien que GPS, grand-père spirituel, coïncide avec GPS, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que la transmission avant était quelque chose qu'on inscrivait en un gamin, dans ses tripes, dans son cœur, dans son âme, dans son cerveau, et qui servait de GPS pendant toute son existence, qui servait de guide. Et ça, une fois qu'on rentrait dans une certaine forme d'école, que ce soit l'école coranique, il en parle, Cheikh Hamidou Khan dans l'Aventure ambiguë, que ce soit l'école coranique ou l'école dite laïque, l'éducation est toujours la même. C'est une éducation extrêmement militaire, extrêmement violente. C'est-à-dire que M. Afana, quand il dit dans le spectacle, bon, j'espère que les gens pourront rester pour le spectacle tout à l'heure, parce que quand Joss dit ça, j'ai écrit, parce que chaque fois les spectateurs me disaient, mais on a envie de regarder votre spectacle avec une zapette. On a envie de mettre pause, transcrire des choses, parce que ce que vous dites renvoie à tellement de choses qu'on a vécues, qu'on voudrait pouvoir les transcrire, ou alors, et ils m'ont dit, écris le livre. Je m'apprêtais à l'éditer comme ça. Et moi, à l'école primaire, alors on ne s'en rend pas compte, mais on nous faisait faire un salut, qui est ce salut-là. Beaucoup de gens grandissent, alors on occulte, on efface. Mais comme on n'efface jamais rien, où est-ce que ça va se loger dans l'inconscient d'un petit enfant d'avoir fait le salut nazi pendant toute son enfance? Où est-ce que ça va se loger? Et comment est-ce que ça ressurgit quand cet enfant-là devient un président de la République et qu'il prend le pouvoir? Je suis désolé d'interrompre ça. Oui. Ça peut pas être le salut nazi. C'est tendre la main. Oui. Repos. Oui. Dans le texte, c'est marqué comme étant tendre la main. Oui. Parce que c'est très très lourd de entendre ça. C'est ce qu'il dit, justement, je Oui. pense. Hein. Oui, justement, derrière ce texte, c'est de dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, parfois même par ceux qui nous les font faire, sans qu'ils comprennent. Ce truc, le auton fixe, quand on était gamin, pour nous c'était ça. C'est de la manipulation. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Ah oui, c'est ça. Quand on était gamin, on venait, on vous disait auton fixe. C'est pour ça qu'on ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire que pour moi, de faire ça, oui, c'est tendre la main. Sauf que tu grandis, tu arrives quelque part et quelqu'un te dit, c'est le salut nazi. C'est ça. Quelqu'un te le dit. Alors qu'est-ce que tu fais, toi qui l'as fait tout le temps? Je veux dire qu'aujourd'hui, quand, bon, on n'en parle pas, ça fait polémique et tout, mais quand Dieudonné Mbala dit, je fais quenelle, qu'est-ce qu'on lui dit? Fais le salut nazi à l'envers. Donc on ne peut pas se passer des interprétations de ce que nos différentes civilisations véhiculent. Si je laisse ça, le premier hymne national camerounais se chantait comme suit. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois, tu vécus dans la barbarie. Peu à peu, tu commences à paraître. Je ne sais plus. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Voilà les deux premières phrases qu'on a fait d'un hymne national qu'on a fait chanter à des Camerounais pendant des décennies. Donc, vous avez 3 ans, vous allez à l'école,
Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie. Comme un soleil, tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Je doute fort qu'un gamin qui s'est inscrit ça dans la mémoire pendant longtemps se pense autrement que comme un sauvage. Et dans les livres que je lisais, dans les chroniques que je lisais, écrites par de très grands intellectuels et tout, c'est quelque chose qui n'était pas abordé. Alors moi je me dis, honte, peur, quoi. Si on ne dit pas aux gens, voilà ce qu'on a subi, eh ben, on trouve ça normal. Je dis, quand je tiens des discussions avec des gens très intelligents, très doués, ils me répondent, c'est normal de frapper un enfant. C'est ça l'éducation. Mais moi, je l'ai entendu de la part des colons, qui disaient, le nègre ne comprend que la chicotte. Et on ne peut pas éduquer le nègre par la parole, il n'y a que la chicotte qui compte. On l'a tellement intégré que c'est devenu un mode de transmission. Exactement comme on dit aujourd'hui que la transmission en Afrique, elle est forcément patriarcale. Quand on dit une patrie, heureusement qu'on dit la mère patrie. Quand on dit une patrie, on parle de pater. Et la maman, elle est où? Elle est où là-dedans, dans un continent où la transmission ne se fait que par les femmes, de manière essentielle, de manière magique. C'est-à-dire que c'est en complément avec la masculinité. Et donc, il y a plein de choses qui paraissent normales, et qui, quand on les évoque, paraissent totalement, dans des discussions, on passe des soirées à dire, non mais, on a giflé un enfant, ouais, mais bon, c'est pas très grave. J'ai dit qu'on a touché un enfant dans la région où il pense, c'est-à-dire que son cerveau, une gifle, quand on sait ce que ça peut causer comme dégâts plus tard, dans les nerfs, que des parents bien intentionnés, bienveillants sur leurs enfants, disent c'est normal de gifler, parce qu'à l'école, on a tellement été battus qu'on a intégré que c'est normal, que c'est logique. Moi, je ne trouvais pas ça normal et je voulais, sur le mode de la poésie, du rire, pouvoir dire, voilà, même si ça ne brosse pas tout le kaléidoscope, c'est tellement riche et tellement intense, mais chaque fois que j'ai joué ce spectacle, du sud de l'Afrique au nord de l'Afrique, les gens me disent, j'ai eu un maître comme ça. J'ai eu un maître comme ça, monsieur Afana, c'est mon maître. Et je me dis, si on a tous vécu ça, et qu'on n'en parle pas, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants? De manière inconsciente. C'est la question que moi je pose dans le livre et dans le jeu. Alors je l'aborde sous l'angle du rire, parce qu'il vaut mieux en rire pour se débarrasser de toute cette pression-là. Mais dans la réalité des faits, je peux vous assurer que ce n'était pas drôle. Il y a des élèves qui étaient estropiés, qui finissaient borgnes, aveugles et machin, et ça ne posait aucun problème à personne. Aucun de ces maîtres d'école n'a jamais été sanctionné ou dérangé par qui que ce soit. Dans ton texte, tu es peut-être plus dans le... En fait, tu veux montrer cet aspect-là qu'on ne montre pas, parce que souvent, on a tendance en parlant entre Africains ou personnes d'origine africaine, on a tendance à se dire que l'éducation a quand même de positif, le fait que les enfants ont l'air moins dissipés, les enfants ont l'air d'écouter plus leurs parents, mais finalement, ce que je comprends ce que tu as l'air de dire là, c'est qu'il n'y a pas que du positif dans tout ça, en fait. Moi, je comprends plus trop le message finalement après. En tout cas, là, dans le côté militaire, ce qui est particulier, c'est que l'école se trouve justement à côté d'une garnison. Et il y a ce côté, comment dire, rigide de l'éducation, de l'école, qui est montré et par M. Afana, mais et par le fait d'arriver simplement dans cette école où il y a des militaires qui font leur ronde. Donc dès le départ, on part d'une éducation de Wintaka qui est, on va dire, souple, individualisée, hein, comme on dit maintenant, à quelque chose où on sait qu'on rentre dans un environnement, ici il ne faudra pas rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Afana, dès le départ, il le dit. Il dit, moi, je suis là pour vous apprendre des choses, pour vous insérer des connaissances dans la tête, et on n'est pas là pour rigoler. Et d'ailleurs, il y a le gamin qui, lui, au départ, il rigole de tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose par rapport à comme ça. Pour lui, on apprend que si on obéit sans réfléchir,
Et c'est aussi bien de la transmission, c'est vrai, des connaissances, mais c'est aussi bien de l'éducation qu'il y a dans ce... parce que je fais la petite nuance, parce que justement, on est sur ces deux volets-là. Mais par contre, il y a quand même un professeur, un maître d'école qui n'est pas sur le même niveau. Absolument. Non, c'est-à-dire que j'entends ta question. Ce n'est pas du tout, je ne juge pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me mets dans la peau d'un enfant. Du gamin que j'ai été ou de tous les gamins que j'ai pu rencontrer, les copains que j'ai interrogés. Je me mets dans la peau d'un enfant. Le regard d'un enfant, il peut être en colère, mais il est rarement dans le jugement ou dans la rancune. Donc ce n'est pas de rancune qu'il s'agit simplement de dire qu'il y a des pans entiers de modes de transmission, de manière d'éducation qu'on nous cache. Et il y a des pans entiers de cette manière-là qui sont, je suis désolé, qui relèvent du sadomasochisme et qu'on présente aux gens comme à adoucir, à passer la pommade à une chose qui est extrêmement violente. C'est-à-dire qu'on fait ça, je veux dire que quand, si ça continue comme ça, donc moi je suis très content d'avoir joué dans Ezra de Newton Adwaka sur les enfants soldats, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, que ce soit ici pendant les deux guerres mondiales, les gamins avec 15 ans quand ils allaient se battre, 12 ans, que ce soit en Palestine, en Israël, et machin, si l'univers continue comme ça, et c'est vraiment naïf de ma part, je n'accuse personne, et je ne fais pas du tout mon rebelle à la petite semaine. On a la chance d'être dans un cercle où il n'y a pas de violence, on est en cercle d'intelligence, mais posons-nous les vraies questions. Si on continue comme ça, d'ici quelques années, on trouvera normal les enfants soldats. On trouvera normal d'envoyer des gamins à la guerre. Bien sûr que en Sierra Leone, il y a des gens formidables et tout. Mais s'il y a un enfant soldat qu'on a poussé à tuer sa mère et son père, c'est déjà un enfant soldat de trop. Et il faut en parler sans arrêt. Je veux dire qu'on passe le temps à parler de comment tel artiste fait tel truc à la télé, de combien d'hélicoptères il a acheté, on parle de ça pendant des heures. Et quand il faut parler de sujets comme ça, on dit, est-ce que ce n'est pas trop? Non, pour moi, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop, parce que ça permet à des gens qui ont les moyens d'acheter le silence des autres. C'est-à-dire que là, ça se voit. Avant que je n'écrive ça, des tas de copains autour de moi me disent « Ah oui, mais tu as raison, tu as raison. » Je leur demande pourquoi vous n'en parlez pas. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Parce qu'ils trouvaient ça normal, parce qu'ils disaient « Ce n'est pas grave. » Sauf que ce que moi je dis, c'est que quand on dit « Ce n'est pas grave », ce geste-là qu'on fait, je travaille beaucoup avec la gestuelle, c'est pas pour faire de la psychologie ou de la psychothérapie à la petite semaine, mais c'est vrai, on fait ça, mais on envoie ça où dans ce geste-là? Dans la poubelle de sa conscience. Alors devant, il n'y a rien, on ne voit rien, apparemment, mais à l'intérieur de soi, ça vous travaille. Ça vous travaille. Vous revenez du boulot, le patron vous a giflé, il vous a tapé, vous n'avez pas répondu au patron. Vous arrivez à la maison, la première chose que votre femme vous dit de travers, vous lui filez une claque. Je comprends, mais la question c'était justement, est-ce que tout ça, ça ne se perd pas? C'est des choses qu'on rencontre quand même beaucoup moins, même en Afrique, même au Cameroun. C'est ce que je dis. S'il y a une école où ça se passe, c'est ce que je réponds. S'il y a une école où ça se passe, même une seule fois, c'est une fois de trop. C'est-à-dire qu'il faut que la pratique disparaisse. En fait. Il faut qu'à défaut de la faire disparaître, il faut qu'elle soit dite et il faut qu'elle soit vécue. Moi, ce qui me gêne, ce n'est pas que ça existe. Parce que ça existe partout et je pense que ça existera toujours. Le problème, c'est que d'un, on n'en parle pas, et de deux, quand on en parle, qu'on minimise ça et qu'on fasse comme si c'était normal. C'est ça, moi, qui me gêne. C'est que quand on en parle comme d'une chose absolument logique et bénéfique. La seule chose que je connaisse qui soit bénéfique avec un enfant, c'est la patience, c'est la douceur, c'est l'amour. On demande aux enfants d'être sages comme des images, comme on dit. On voudrait qu'ils aient tout compris et qu'ils soient impeccables. Nous, on n'arrête pas de fumer, de boire des sodas qui nous font du mal, de manger de travers, de machin. Ça fait des siècles qu'on nous le dit. La malbouffe, vous buvez mal. On n'arrête pas de se saouler à l'alcool et machin. Et on voudrait que les enfants soient parfaits. Combien de fois on se gifle par jour pour avoir été ivre en boîte de nuit la veille? Combien de fois on se punit pour ça? Je dis que l'enfant, c'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. Si on n'injecte pas de l'amour à outrance dans les enfants, mais dans quoi on injecte de l'amour?
C'est ça que je veux dire par là. Et si la transmission, l'éducation des enfants n'est pas faite à base d'amour et exclusivement à base d'amour, ça n'empêche pas nos faiblesses, mais dans ce cas, on parle aux enfants. On leur dit, papa est faible, maman est faible. On ne leur dit pas, papa t'a giflé, tu l'as mérité. Parce que si papa devait se gifler pour les défauts qu'il a fait, oui, il ne serait plus là. Donc, c'est ça. Donc voilà, le spectacle et le livre, il est essentiellement autour de ça. Mais parce que vous aurez l'occasion d'intervenir, n'hésitez pas. Moi par contre, sur l'aspect, sur le comédien que tu es, quand tu mets en scène un spectacle de ce type, on se pose toujours la question, on se dit, est-ce que tu espères, est-ce que tu as vraiment derrière toi la pensée que tu vas changer quelque chose? Quand tu joues au Cameroun? Non, je ne l'ai pas joué au Cameroun, j'ai joué au Burkina Faso et au Sénégal. Quand on fait ce genre de spectacle, on le fait parce qu'on jette une bouteille à la mer et puis on va voir, ou on le fait parce qu'on se dit, je vais réellement changer des choses, ou simplement parce que c'est totalement égoïste de ma part d'essayer de faire un spectacle, de se faire ce spectacle-là. On le fait pour changer des choses? C'est de l'égoïsme positif. On le fait d'abord pour soi-même. Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose pour les autres. On ne peut pas faire grand-chose pour les autres. On peut juste, moi ce que j'essaie de faire, ma manière de voir les choses, c'est de me charger de ce en quoi je crois, de ce que j'aime, mais de manière tellement obsessionnelle, presque maladive, que ça en devienne contagieux. Et je laisse la responsabilité aux unes et aux autres, aux uns et aux autres, de se laisser contaminer ou pas. Mais on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Quand je parle de transmission, je parle aussi de ça. Combien de fois on a cru que c'est à coup de baffe qu'on allait faire comprendre les choses aux gens. Les gens ne comprennent que quand ils veulent comprendre, que quand ça a un intérêt pour eux. Sinon, ça ne s'appelle pas de la transmission, ça ne s'appelle pas de l'éducation, ça porte un autre nom, ça s'appelle de l'esclavage. Et étant né au Cameroun, étant africain de conception d'éducation et de plein d'adhésions spirituelles, je pense que 800 ans d'esclavage, quelques années d'apartheid et tout, et de systématisation exclusive, et pas que pour les Noirs, ça suffit, quoi. Je pense qu'on peut rien. C'est pour ça que je ne me considère pas comme un prof, encore moins comme un maître. Quand quelqu'un accepte de m'écouter, tout le mérite lui revient. Parce qu'on peut toujours parler, si l'autre ne veut pas vous écouter, tout ce que vous dites n'a aucune espèce d'importance. Je pense que ça se passe toujours ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette partie du cercle-ci, et il y a cette autre partie. Et comme par hasard, cette partie du cercle est toujours la plus nombreuse. Donc si les gens ne sont pas là pour entendre, pour recevoir, donc quand je travaille en espérant qu'il y a des gens qui vont comprendre un peu, ou qu'on va pouvoir faire comme aujourd'hui, malgré les événements, je le redirai en commençant le spectacle, mais pour moi, c'est juste un bonheur que Joss et l'équipe, que News News, que tous les amis qui avaient des choses à faire soient là, avec les événements qui sont passés. C'est un cadeau incommensurable. Et je pense que la transmission ne se fait que comme ça, par partage. Après, maintenant, ce que je dis, c'est mon point de vue de clown, d'amoureux du rire et tout, ce n'est pas des vérités. C'est un point de vue, et c'est avec les autres points de vue qu'on trouve qu'est-ce qu'on peut commencer à essayer de changer ensemble. Juste pour préciser justement le fait qu'il n'y a pas là, en tout cas dans ce livre, de séparation qui soit faite entre l'éducation d'un Wintaka qui est à l'ancienne. On est vraiment sur la manière de transmettre, puisque quand le gamin va dans cette école-là, il rencontre un maître d'école qui transmet évidemment le même programme scolaire, mais qui a une conception assez proche de celle de Wintaka. Il rencontre des maîtresses aussi. Il rencontre des maîtresses qui sont très bienveillantes. Exactement. Qui sont dans la bienveillance, même si ils ne sont pas du tout sur les transmissions des mêmes types de choses, des mêmes types de valeurs, mais la façon de les transmettre, on est vraiment là sur la façon de transmettre où il y a d'un côté Afana et sa vision, et de l'autre côté des gens qui considèrent que la transmission peut se faire de manière un peu plus souple et flexible que la façon très militaire que la conception d'Afana. Y aurait-il des gens qui, sur la conception, parce que
un peu réduit le temps, il va falloir serrer un peu parce qu'après on va... Honnêtement, je ne voudrais pas qu'on perde de temps pour écouter le spectacle parce que c'est vraiment un spectacle super. Donc n'hésitez pas à intervenir si vous voulez. J'ai une question à poser, je voulais savoir si vous aviez abordé, donc là le propos c'est l'absorption de l'enfant des éducations par différents relais de transmission. Est-ce que vous avez étudié le rouage de l'élite sociale plutôt, que constitue le maître et qui lui donne un pouvoir qui permet justement au père de frapper l'enfant parce que ce que le professeur a dit montre que l'enfant est coupable, etc. Donc il y a un pouvoir social du fait d'être instituteur et qui effrite un petit peu le relais de transmission de la part de la famille, parce que le corps des professeurs est plus important au niveau sociétal qu'un grand-père isolé dans son coin avec les idées un petit peu d'arriérisme. Donc les professeurs sont les facteurs de la civilisation et la famille n'a pas le monopole de la connaissance et qu'il y a toujours un petit peu... Et donc, est-ce que vous avez étudié le fait que, étant élite, ils écoutent tous les aspects de la société? Je ne sais pas si je suis claire. Non, oui, j'entends bien. Voilà. Non, je n'ai pas abordé ça comme ça. Parce que j'ai essayé d'éviter au maximum d'aborder justement, de mettre ça sur le plan de la lutte des classes, de la lutte des... Parce que pour moi, c'est un problème important, mais secondaire, et qui, en Afrique, dans les différents pays d'Afrique, est vécu très différemment dans certaines régions d'Europe ou d'Asie, parce que les classes sociales ne sont pas aussi tranchées qu'on voudrait bien le faire croire. Les gens très très riches ou très, je sais pas, chez nous, ont à une génération près une souche où ils sont paysans, où ils sont... Et donc, les classes sociales ne sont pas... J'ai préféré aborder ça sur le plan des individus, de leur psychologie et de leur vécu personnel, intime, parce que pour moi c'est là que ça se situe. Parce que justement pour éviter de tomber dans le piège d'une classe sociale est faite de salauds et une autre classe, je pense qu'on peut choisir d'être bon partout où on est, où qu'on soit. J'insiste beaucoup sur la responsabilité, sur la possibilité de choisir ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a envie de recevoir, et de choisir ce qu'on a envie de donner. Pour moi, c'est très important. Et j'insiste beaucoup aussi sur le fait qu'on ne peut transmettre qu'à travers ce qu'on est. Et on oublie parfois, ça par exemple, M. Afana, il y a juste une ou deux petites phrases qu'il dit, et on se rend bien compte que, ok, il est comme ça, mais c'est parce que lui-même a été un enfant là-dessus. C'est parce que lui-même a été martyrisé. Il ne connaît que ça comme mode d'éducation. Il a été victime de cette fameuse élite sociale. Il a reproduit un système. Pas une élite, une manière de voir. Une manière de voir. Et il n'est pas victime de ça. Il a choisi d'y adhérer. De réadhérer dans ce... Il a choisi d'y adhérer. Ce sur quoi j'insiste au niveau de l'éducation de Itaka, c'est justement que l'être humain a une certaine amplitude de choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à être ceci ou cela. On est toujours en mouvement et on peut choisir, on a le droit de choisir, c'est ça qui est beau. Sinon ce serait désespérant et il n'y aurait plus qu'à se flinguer. Mais parce qu'il y a la possibilité de choisir à n'importe quel moment, je dis quand l'enfant parle à M. Afana, si M. Afana avait voulu écouter l'enfant, il aurait pu changer. Sauf qu'il est dans sa posture, je suis l'adulte et c'est moi qui. Et ça c'est un choix. Et j'insiste beaucoup sur ça, sur le fait qu'il n'y a personne d'autre à accuser. Il n'y a que soi. On est libre devant ses choix et on peut faire les choix qu'on veut. D'accord. Moi, je me suis permis de poser cette question parce que dans la famille, il y a justement toute une génération de professeurs qui ont justement contribué à l'affaiblissement un petit peu de l'autorité familiale à l'extérieur, étant donné que c'était des... Mais par contre, ce que vous dites est juste aussi. Il y a des réalités qu'il faut savoir discerner. Autre chose sur, d'une manière générale, la transmission d'une manière générale,
Parce qu'on ne reviendra pas, on l'a fait, hein, le débat sur l'éducation par les gifles ou par la... l'éducation par la fessée, on l'a fait dans l'ordre d'une rencontre par l'arbre, donc on ne va pas réchauffer les débats qu'on a fait, mais on a discuté de tout ça, de ce que nous gardons, nous, des éducations qu'on a eues, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de satisfaction des chiffres qu'on a reçus. Parce que d'une manière... oui, parce que comme dit Émile, très souvent on a tendance à se rappeler avec une espèce de nostalgie et non pas avec l'œil du c'était violent. Mais on a eu assez de résilience pour passer à côté, on se rappelle en général en souriant. Pas en ayant le traumatisme, peut-être qu'il est au fond. Et on le transmet à l'examen. Et on le transmet parce qu'en se disant, bah, on n'en est pas mort. Si on n'en est pas mort, c'est que... Et moi je pense aussi, j'en parle dans le livre, je pense aussi que si ça arrive, ça, c'est qu'il y a quelque part, de manière très mise en lumière ou pas du tout, il y a quelque part quelqu'un ou un groupe de gens qui a atténué ou qui ont atténué la douleur. Si on arrive à en rire, à passer par-dessus, c'est que quelqu'un, quelque part, vous a donné de l'amour, même si on ne s'en souvient plus. Et la chance dans le continent, en Afrique, c'est que quel que soit le pays, même malgré les grandes villes maintenant, la famille est toujours plurielle, elle est toujours immense. Au-delà de la famille de sang, il y a des amis qui viennent au point que je peux avoir un enfant, et parce que mon ami Kossi est avec moi le jour de la naissance, j'ai dit je l'appelle Kossi, et pas Abosolo. Il y a cette chose-là qui fait que quand ce que je dis à mon enfant ne lui plaît pas, il me dit ou il ne me le dit pas, il ira voir tonton Kossi pour lui dire, tu sais, papa, hein, vraiment, Kossi va lui dire, laisse, tu sais, ton père, et c'est ça qu'on va garder en tête. Et chaque fois que papa dira quelque chose, on dira, et ça suffit pour dissoudre la violence. Et d'où la transmission pour moi, même si elle n'est pas systématique, même si elle n'est pas légale, c'est très important, la petite main qu'on met sur l'épaule d'un enfant en lui disant « ça va aller, t'inquiète pas, essaye de comprendre ton père, essaye de... » Et il y a ça qui circule beaucoup. C'est pour ça que ce n'est pas, j'ai refusé de faire dans le système manichéen, parce que, et c'est pour ça que j'appelle ça chant de son. C'est vraiment un vaste champ où il y a toutes sortes de sonorités qui passent. Et si on tend bien l'oreille et le cœur, on arrive toujours à entendre un son suffisamment apaisant pour penser les blessures. Oui. Du coup, j'ai une question. La transmission à l'occidental, du coup, communément qu'on connaît dans les grands mots, est-ce que c'est pas ça finalement qui ressort de l'analyse comme point positif, même si je sais qu'elle est plurielle, où ici on passe par la parole, par la compréhension, par la discussion. Est-ce que c'est pas ça finalement qui ressort comme réponse au problème de cette transmission qui passe parfois par la violence Alors, je ne dis pas qu'il faut l'appeler transmission à l'occidental, mais je veux dire, communément parlant, quand on pense à ce type de transmission, c'est sous le tapis, c'est occidental. Je sais qu'elle est plurielle, encore aujourd'hui ici, mais est-ce que finalement par rapport au problème, c'est pas ça qui ressort comme réponse un petit peu? C'est... Oui. À l'occidental, moi j'ai vécu. Oui, non, enfin, j'ai vécu, au niveau religieuse, c'était extrêmement violent. C'est clair. C'est pour ça que quand je dis à l'occidental, je ne voudrais pas l'appeler récente. Je voudrais dire. Ouais, c'est une vision plutôt récente parce que là, je te laisserai parler, mais Wintaka, il transmet son savoir des anciens et il est justement dans quelque chose qui n'est pas du tout dans la violence. Il n'est absolument pas dans la violence. Tout comme l'école qui est occidentale, il y a Afana, mais il y a d'autres maîtresses, il y a d'autres profs qui ne sont absolument pas dans la violence. Ce qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est comment justement le formatage de nos manières de penser nous aiguillonne à penser. C'est-à-dire que du coup, même si ce n'est pas ça que tu dis, mais comme tu dis, dès qu'on dit discussion, systématique, discuter, on pense occidental. J'ai pas d'autres mots en fait. Je sais, non, je comprends, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Contemporain
du Nord, Tout à fait. Et ce côté de mettre l'organisationnel, le bien réglé, la discussion sur le plan occidental et tout, est symptomatique du fait que nous, ceux qui ont entendu autre chose, ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir, africain ou blanc, peu importe. Pour moi, cette manière de penser de Wintaka, on la retrouve ici en France, dans la campagne, chez les paysans, chez les gens de la terre. C'est une éducation qui est plus proche d'une éducation des gens de la terre, qui écoutent la terre, le vent, la pluie, que le fait d'être noir ou blanc. Et le problème, c'est que le manichéisme est tel dans la manière de médiatiser les choses, de manière polytruquée. J'appelle ça comme ça parce que ce n'est plus de la politique, c'est du polytrucage, c'est de la propagande. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, quand on dit « Ah oui, mais c'est bien, vous êtes africain, c'est l'éducation orale », c'est du polytrucage, c'est du mensonge. C'est des gens qui refusent d'étudier le monde sous la lumière. On est tous humains, parce que c'est scientifiquement prouvé qu'il y a une seule race humaine, et que sous toutes les latitudes, les gens qui cherchent la paix et la sagesse fonctionnent tous de la même façon, avec des couleurs différentes, et les gens violents fonctionnent tous de la même façon. Et c'est pour ça que je parle plus d'un colon ou d'un violent que de noir et de blanc. Parce que rien ne ressemble à un colon noir violent qu'un colon blanc violent. Parce qu'ils sont frères de violence. Ils sont frères de mensonges. Pour moi, la fraternité, elle est là. Elle ne se situe pas au niveau des Sélafriques. C'est pour ça que j'aborde sur le plan individuel. Parce que quand Wintaka parle, cette manière de discuter palabre autour des arts, palabre, je dis quand les premiers occidentaux arrivent chez nous, ils nous trouvent en train de discuter, ils appellent ça la palabre. Palabre est devenu un mot péjoratif, ça vient de palabre. Hein? C'est portugais. Ça veut juste dire parler, la parole, la transmission. Et aujourd'hui, quand on dit ah, tu fais des palabres, ça veut dire, et c'est ça la mauvaise transmission. C'est-à-dire prendre un mot et lui enlever son sens premier pour injecter un sens par lequel, malheureusement, on va l'aborder de temps en temps. Donc cette manière d'éduquer n'est ni occidentale ni africaine, elle est simplement bienveillante. On parle de bienveillance. Et que ce soit en Afrique ou en Occident, quand il y a de la bienveillance, il y a de la bienveillance. Quand il y a de l'amour, il y a de l'amour. Si on éduquait les enfants un peu plus comme ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes à prendre la couleur de la peau pour une barrière. On va, je vais devoir vous couper le sifflet un peu, parce qu'on a le temps et qu'on va laisser à Émile le temps de se préparer et puis qu'on aille dans la salle à côté. Moi je dis honnêtement, encore une fois merci, parce que Émile c'est quelqu'un qui est très discret, qui a l'air très humble, alors c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Allez sur YouTube, regardez les choses, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a apparu dans beaucoup de films, qui a fait beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui a accepté de venir nous rencontrer. Merci encore une fois. Tout ce que ne font pas, faut le souligner. Exactement, tout ce que ne le font pas. Il est venu pour discuter justement. Et donc merci à Émile d'être venu nous rencontrer. Merci à vous. Je peux te demander quelle a été votre motivation pour accepter, alors que d'autres ce serait intéressant de... Le bonheur de partager, le bonheur de la relation humaine. J'ai choisi ce métier pour ça. On n'est pas acteur pour s'occuper du public, ou du peuple ou des gens. On est acteur pour se rapprocher des gens. Pour être avec les gens. Donc moi, mon bonheur, c'est... Si on fait des films, c'est pas pour que les gens ne les regardent pas. Donc en fait, on fait des films parce qu'on ne peut pas rencontrer 10 millions de personnes à la fois. Alors on met ça dans une boîte pour que 10 millions de personnes les voient. Si on pouvait être dans un stade avec 10 millions de personnes et leur parler, ce serait génial. Je crois que tout le monde a envie de ça. Alors, les autres qui font, je ne sais pas pourquoi, chacun a ses motivations, peut-être qu'ils ont plus de cheveux que moi. Il y a tout ça qui compte. Parce que moi, j'ai plus de cheveux, donc quand je suis là, je me sens un peu... Et puis Joss a dit au départ que les 50 années, moi j'ai 57 ans, mais moi je suis en croulant. Elle va me suivre. Donc, merci. N'oubliez pas, merci donc à la Galerie Congo, aux filles de la librairie Galerie Congo, merci Carole, derrière là-bas, qui ont apporté des livres. Vous avez des livres là, ils vous ont
notre job dit souvent, prenez la peine d'acheter les livres, de soutenir les auteurs. C'est Ça coûte un McDo. McDo. C'est pas très cher, donc nourrissez-vous sainement de livres plutôt que de la laverie. Et commencer par l'auteur, hein. Ça sera une manière de le récompenser. Et donc on va s'arrêter là pour cette troisième partie, mais aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on a une quatrième partie de l'autre côté. Et donc on va applaudir Monsieur Abosombo.